Merci de votre fidélité au programme de Canal Kim Télévision. C'est le nouveau numéro de votre opinion avec Noël Tiani Mwadianvita, qui est ancien candidat président de la République, mais également leader de force du changement. Et Noël Tiani est également auteur de ce qu'on appellerait le plan Marshall, Noël Tiani pour la République démocratique du Congo. Avec lui, on parlera justement des performances des institutions ici en République démocratique du Congo. Noël Tiani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Canal Kim. Voilà. Êtes-vous fier des institutions de la RDC aujourd'hui, 18 mois après les élections? Pas du tout. Je suis non seulement pas fier, mais je suis même très triste de voir que nous n'avons pas d'institutions crédibles, d'institutions capables de rassurer le peuple congolais que la gestion du pays est sur la bonne voie pour arriver à réaliser les objectifs que nous sommes assignés en tant que pays de développement économique et social, et surtout d'améliorer le niveau de vie de la population. Les institutions semblent être préoccupées dans des querelles politiciennes où nous avons la coalition au pouvoir composée du FCC et du CACH qui est supposée constituer l'exécutif national en train de s'y tirer dans des pattes, de se contredire publiquement, de montrer au peuple congolais au fait que cette coalition ne pourra pas nous délivrer. Querelle ou crise politique, ou peut-être vous avez une lecture beaucoup plus minimaliste de la situation? Je dirais il y a un problème de confiance qui pourrait être appelé même crise politique, dans la mesure où les deux partenaires au pouvoir, le FCC et le CACH, ne parlent pas le même langage et exposent en public leurs divergences aux grandes dames du peuple congolais. Mais cela se traduit aussi par la division du gouvernement entre ceux qui sont du CACH et ceux qui sont du FCC, et qui n'affiche pas ce que j'appellerais donc la solidarité gouvernementale nécessaire pour gérer un grand pays comme la RDC. Mais quand on sort de l'exécutif, on assiste à cet échange de paroles pas très agréable entre le Premier ministre et la présidence de la République, où le président de la République prend son stylo, signe des ordonnances présidentielles pour nommer des gens de la magistrature, mais également au niveau de l'armée, et le Premier ministre, mécontent, arrive à s'adresser au président de la République à travers un porte-parole, chose qui est tout à fait inhabituelle. Je crois nous sommes dans une situation de méfiance totale, d'une véritable crise politique. Mais également, quand on voit ce qui est arrivé pour la désignation du président de la CENI, où on voit les confessions religieuses sortir donc de leur soutane pour afficher aussi au peuple congolais des choix qui sont contestables. Et quel diagnostic faites-vous, Noël Tiani? Le problème est à quel niveau? La société congolaise est malade. Malade à tous les niveaux. Au niveau des religieux, au niveau des politiques, au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques. Il y a une véritable crise de confiance. Un problème donc de valeurs morales, un problème d'intégrité qui nous manque collectivement. Donc je crois que la société est vraiment malade, et pour la redresser, il va falloir qu'on puisse utiliser des moyens non conventionnels pour arriver. Vous parlez d'une société malade qui a 60 ans d'âge. 60 ans d'âge, effectivement, une société qui a 60 ans d'âge, mais apparemment qui n'est pas arrivée à la maturité. Généralement, quand on a 60 ans, on sait faire la part des choses, distinguer le mal du bien et être d'ailleurs un bon conseiller pour la jeunesse. Mais nous avons 60 ans et nous offrons à la jeunesse des scènes, en tout cas, qu'il ne faudrait pas que la jeunesse puisse répliquer. Parce que si nous continuons à ce rythme ici, j'ai peur que les 60 prochaines années, non seulement que nous allons échouer, mais la RDC ne va plus exister en tant que pays. Mais qu'est-ce qui expliquerait ces contre-performances, aussi contre-performances il y a? Qu'est-ce qui expliquerait ces contre-performances des institutions depuis les élections de décembre 2018? Nous avons d'abord un problème de sincérité de nos urnes. Les urnes nous ont sorti des résultats que certains d'entre nous avons acceptés pour la simple raison que nous voulions pouvoir aller de l'avant, mais on constate aujourd'hui que ce qui est sorti des urnes ne reflète pas réellement ce que nous voudrions voir pour gérer le pays correctement. Je voudrais faire allusion à la qualité de notre Assemblée nationale, à la qualité de notre Sénat. Nous n'avons pas des parlementaires légitimes.
Ce sont des parlementaires clairement qui ont été désignés et qui vont là-bas, qui oublient même le mandat pour lequel ils ont été envoyés au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils vont là-bas, première chose qu'ils réclament, c'est des augmentations des salaires. Augmentation des salaires, je peux bien comprendre que tout le monde puisse chercher à bien vivre. Mais il faut chercher à bien vivre lorsque ceux qui vous ont envoyés là-bas vivent déjà très bien. Mais ceux qui les ont envoyés là-bas, donc le peuple congolais, est complètement désemparé dans la misère la plus totale. Et entre-temps, les parlementaires qui sont déjà mieux payés, 100 fois mieux payés que le peuple qui le représente, réclament qu'on augmente donc leur salaire davantage. Donc nous avons une véritable crise de moralité, crise d'intégrité et crise de vision de ce que nous devons faire en tant que pays. Est-ce que sommes-nous en train de tendre vers une catastrophe sociale, économique et peut-être sécuritaire, comme pensent certains? Oui, moi je dirais que tout ce que vous avez mentionné, nous sommes sur la voie d'une explosion. Explosion sociétale, explosion sociale. Est-ce que vous n'exagérez pas, Noël Tchani? Je n'exagère pas, je vais vous dire quoi. Vous savez, dès le départ, j'avais commencé donc à dire aux gens que quand il y a un problème, il faut savoir analyser les causes et régler ces causes-là plutôt que de s'attaquer aux conséquences. Je vous informe qu'il n'y a pas longtemps, peut-être que les gens commencent à oublier, les étudiants à l'UNIKIN se sont révoltés pour le paiement de frais de scolarité. Et les gens n'ont pas compris. Et je leur ai dit que le problème là n'est pas le problème de l'UNIKIN seulement. C'est un problème de toute la société congolaise, de toutes les universités congolaises, de tous les instituts supérieurs, mais de tous les travailleurs congolais. Pourquoi? Parce que le problème au campus était que les frais de scolarité étaient déterminés au taux du dollar du jour. Mais les salaires des parents qui payent ces frais de scolarité étaient figés au taux de $1 égale à 920. Alors qu'on était déjà à $1 égale à 1800, 1600. Donc, on demandait aux étudiants de payer plus que leurs parents ne gagnaient. Aujourd'hui, nous avons le même problème. Les fonctionnaires de l'État, les enseignants, les policiers, les militaires sont payés au taux de 920 francs congolais pour $1. Mais quand vous allez sur le marché, vous trouvez que le vrai dollar s'échange à 2035 francs congolais. En d'autres termes, chaque travailleur congolais qui touche un salaire dans ce pays touche en réalité 40-45% de ce qu'il est supposé toucher comme salaire. C'est très grave. Et qui vole le peuple congolais? Le gouvernement. Et le gouvernement ne semble même pas penser ou réaliser qu'il est en train de faire du mal à sa propre population, qu'il est supposé donc mettre dans de bonnes conditions pour travailler correctement. Vous responsabilisez le gouvernement? Je responsabilise l'inflation actuelle quant à ces déséquilibres économiques aujourd'hui. Je responsabilise le gouvernement quant au manque de vision pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. C'est la première des choses. Je responsabilise le gouvernement quant au manque de vision pour créer des emplois pour tout le peuple congolais qui est au chômage. Nous avons 85% de la population active au chômage. C'est une situation catastrophique. Moi, je n'ai jamais vu un pays dans un tel marasme économique et social. Mais au-delà de cela, je voudrais responsabiliser et le gouvernement et la Banque centrale pour ce manque de vision et de dynamisme pour stabiliser la valeur du franc congolais. Parce que quand on a un franc congolais instable, avec un cadre macroéconomique totalement instable, celui qui paye le prix, c'est le peuple congolais. Alors, pour simplifier justement le langage, Noël Tchani, vous êtes un homme de chiffres, vous parlez chiffres. Est-ce qu'on peut rêver un seul instant, avoir $1 américain, par exemple, à 1000 francs congolais? Est-ce que c'est possible de rêver comme ça? C'est très possible. On peut faire des gymnastiques qui peuvent même permettre au peuple congolais d'avoir un franc congolais égal à $1. Je peux faire une gymnastique très facilement. Il suffit de réformer la monnaie aujourd'hui, de refaire la réforme monétaire qu'on avait faite en 1998 et d'introduire un nouveau franc congolais qui sera égal à 2035 anciens francs congolais. Et nous avons le jour suivant $1 égal à un nouveau franc congolais. Donc c'est possible. On démonétise la monnaie qui est là, on la remplace par une nouvelle monnaie. On établit un ratio de un nouveau franc égal à 2035 anciens francs. On échange cela et le nouveau franc devient égal à $1. Mais le problème n'est même pas là pour faire la réforme monétaire. Ça, c'est une gymnastique mathématique. Mais le problème, c'est de savoir bien gérer la monnaie après qu'on ait fait cette réforme monétaire. Bien gérer la monnaie implique beaucoup de choses. Implique avoir un gouvernement responsable qui conduit une véritable politique économique,
qui crée un bon environnement pour attirer des investissements, qui crée un bon environnement pour élargir l'assiette fiscale, pour dégager plus de recettes fiscales qui peuvent être utilisées pour financer différents projets de développement. Mais c'est aussi une question d'avoir une politique budgétaire crédible, c'est-à-dire que quand on dit on a un budget de 10 millions de dollars, on va vivre avec 10 millions de dollars et ces 10 millions de dollars sont constitués de 10 millions de recettes publiques et 10 millions de dépenses publiques qui seront donc équilibrées et qu'on ne va pas aller au-delà. Donc, c'est aussi dire avoir une banque centrale qui va se comporter comme une banque centrale indépendante, autonome, crédible, bien gérée, avec des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire, quand ils conçoivent des politiques monétaires, cette politique monétaire-là va assurer la stabilité des prix dans le court, moyen et long terme. Donc, une véritable banque centrale qui joue de ce qu'on appelle donc l'indépendance et qui est gérée par des gens capables. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand vous entendez un gouverneur de banque centrale passer à la télévision, quand il parle, tout le peuple congolais donc dit « Ah, nous l'avons écouté, nous croyons dans ce qu'il fait et nous avons confiance qu'il peut donc nous donner une bonne monnaie. » Vous n'avez jamais été gentil à l'endroit de la Banque centrale, si pas de son gouverneur? Si je suis gentil, c'est que je suis complice. Je ne suis pas gentil du tout et je l'affirme que je ne suis pas gentil au nom du peuple congolais parce que le peuple congolais dehors là, ils sont en train de payer le prix des erreurs commises par les dirigeants de la Banque centrale. Quand vous avez donc 150 000 francs congolais en 1998, vous les gardez dans un compte bancaire. Vous revenez aujourd'hui en 2020 et vous découvrez que dans votre compte, il ne reste plus que l'équivalent d'un seul franc. Vous avez perdu 150 000% de votre richesse. Vous allez être gentil avec le gestionnaire de votre argent de cette façon-là. Si vous êtes gentil avec lui, c'est que vous trahissez le peuple. Moi, je veux que le peuple congolais retrouve la fierté, vive bien, ait un pouvoir d'achat stable. Et pour le faire, cette banque centrale que nous avons n'est pas à mesure de nous donner cela. Les dirigeants de la banque, ils ont échoué. Il faut une réforme à la banque centrale. Il faut non seulement une réforme à la Banque centrale du Congo, il faut révoquer le gouverneur, le vice-gouverneur, tous les membres du conseil d'administration, remettre un nouveau leadership de la banque en place. Mais au-delà de cela, il faut regarder du côté du gouvernement maintenant. Réduire la taille du gouvernement, révoquer le Premier ministre que nous avons aujourd'hui, désigner un Premier ministre capable de pouvoir mettre tout le monde ensemble, de mettre les gens au travail et de concevoir avec son équipe une nouvelle équipe restreinte. Pas un gouvernement de 67 ministres, un gouvernement de 20-25 ministres au maximum, mais composé de gens capables. Et combien toucherait un ministre si vous étiez président? Bon, ça, ce sont des choses qu'on doit discuter. Je voudrais que les ministres soient bien payés pour ne pas être tentés par la corruption. Mais je veux aussi, pendant qu'on fait cet exercice, pour les ministres, les députés, les sénateurs, je veux qu'on fasse le même exercice pour le policier, l'enseignant, le médecin et pour le citoyen donc ordinaire. Pour que chacun dans notre pays, quand il travaille, il gagne un salaire qui lui permette de vivre correctement et dignement. Avec ce tableau économique sombre, aujourd'hui on signale la présence de quelques armées étrangères sur le sol congolais. Avec tous ces tableaux, est-ce que vous pensez que la RDC est menacée en tant qu'État, en tant que nation? Vous pensez qu'on risque de disparaître? Oui, nous sommes menacés en tant que pays, en tant que nation. Et je pense que d'abord, je voudrais vous dire une chose. J'entends qu'il y a beaucoup d'armées étrangères qui sont autour de notre pays, qui sont même sur notre territoire national. Je veux que nous soyons fermes. Il n'y a pas de négociation pour céder un seul morceau du territoire congolais à qui que ce soit, à quelque prix que ce soit. Si j'étais président de la République, je mettrais tout le paquet pour restructurer l'armée, la police, les services de sécurité. Équiper l'armée jusqu'aux dents, les équiper correctement et les former correctement de façon telle que quand il y a un pays voisin qui ose pouvoir toucher au seul chevet donc de la République démocratique du Congo, non seulement que l'armée va être instruite pour pouvoir poursuivre cette armée étrangère, la chasser de notre territoire, mais nous n'allons pas nous arrêter aux frontières. Nous allons frapper un de ces pays voisins qui se joue avec nous, mais le frapper jusqu'à détruire complètement sa capacité militaire et complètement d'ailleurs sa population. Vous n'êtes pas pour le règlement diplomatique, non? Je suis pour le règlement diplomatique dans un premier temps. D'abord, il faut utiliser la diplomatie. Mais si la diplomatie n'a pas donné de résultats, en ce moment-là, il faut utiliser la force. Mais pour utiliser cette force-là, il faut être préparé. Avoir bien mangé, être en bonne santé, avoir une armée bien nourrie, bien formée, bien équipée. Et en ce moment-là, on peut déployer notre armée pour régler les problèmes qu'on n'a pas pu régler correctement, diplomatiquement. Et ça, je voudrais bien qu'on puisse l'appliquer un jour à un pays voisin.
Et quand on va l'appliquer à un pays voisin avec détermination, avec des résultats tangibles. Vous ne parlez pas le langage du bon voisinage, Noël Tchani. Je parle le langage du bon voisinage. Ce que je dis, c'est que vous pouvez être des bons voisins si vous vous respectez mutuellement. Mais si un voisin, chaque fois que vous regardez ailleurs, il entre dans votre parcelle et il fait du n'importe quoi, chaque fois vous venez, vous le chassez, il retourne chez lui et il vous regarde par la fenêtre. Une fois que vous êtes distrait, il revient encore. Jusqu'à ce que vous décidiez de pouvoir décimer ce voisin-là. Il va continuer donc à le faire. Et la blague a assez duré pendant 60 ans. Il y a des pays qui se sont moqués de la République démocratique du Congo. Il est temps qu'on puisse frapper l'un des pays voisins sérieusement, montrer à la face du monde que nous sommes capables de pouvoir faire des dégâts quand on nous provoque. Sommes-nous capables maintenant? Malheureusement, je ne connais pas tous les éléments de la capacité militaire de la République démocratique du Congo. Depuis un temps, on parle de donner à l'armée tous les moyens qu'il faut. Est-ce que l'armée est bien formée? J'ai vu qu'il y a une nouvelle mise en place de l'armée, des officiers supérieurs de l'armée tout récemment. Je voudrais connaître la capacité de tous nos officiers à tous les échelons et savoir comment ils sont payés, savoir comment ils sont équipés, comment ils sont formés. J'ai des éléments que je n'ai pas moi. Mais si je suis chef de l'État, j'aurai accès à tous ces éléments. Si on ne remplit pas les critères, je ne vais pas m'aventurer au hasard. Je vais prendre le temps de préparer l'armée pour qu'elle soit prête. Mais une fois qu'elle est prête, rassurez-vous qu'elle sera à mesure de frapper un pays voisin sérieusement. Et ça, je peux vous le promettre. Comme nous parlons de questions sécuritaires, mais aussi de l'armée, êtes-vous favorable, acceptez-vous la dernière mise en place du chef de l'État au niveau de l'armée? Sur le plan des principes, je suis d'accord avec ce que le chef de l'État a fait. Et au niveau de la magistrature? J'arrive. Donc, jusqu'à... le président de la République est là en poste depuis 1 an et demi. Il y avait et il y a encore jusqu'à présent ce qu'on appelle le système de Joseph Kabila en place dans l'armée, dans la magistrature, dans la police, dans l'administration publique, partout. Nous n'avons pas encore le système Fachi en place. Je vois que ce que le chef de l'État a fait dans la magistrature et dans l'armée va dans le sens de mettre en place ce système Fachi que nous attendions et que nous appelons de tous nos voeux. Je ne connais pas la qualité des hommes et des femmes qu'il a nommés ou qu'il a promus. Mais je pars du principe que parce que ce sont des gens de Seraï qui ont travaillé dans l'administration, dans l'armée, dans la magistrature, ce sont des gens professionnels qui s'y connaissent. Dans ce sens-là, je voudrais saluer tous mes compatriotes qui ont été promus dans ces postes-là, en leur disant une chose, nous attendons une bonne performance, qu'on nous donne une justice fonctionnelle, qui rende justice et pas une justice préfabriquée, qui fabrique des décisions de justice qui ne peuvent pas se justifier. Nous attendons d'eux, et surtout de l'armée, la défense de notre intégrité territoriale, la défense de nos frontières, et qu'on ne puisse permettre à aucun pays de se moquer donc de nous, de se jouer de la République démocratique du Congo. Vous aussi de regretter le général John Numbi, non? Je ne le regrette pas du tout. Le général John Numbi, et depuis un certain temps, je pense même que nous avons été très tendres à son égard. Le général John Numbi était accusé de grandes atrocités. Pour ne citer qu'une seule atrocité, la mort de Floribert Chebeya. L'activiste des droits de l'homme. Oui, nous n'avons jamais compris ce qui est arrivé jusqu'à présent. Il avait rendez-vous avec Chebeya et il s'avère que Chebeya est mort dans des conditions mystérieuses. Et il y a même un policier congolais, un certain Mwilambwe, qui se trouve quelque part en Europe ou bien au Sénégal et qui accuse John Numbi d'avoir été le commanditaire de cela. Noël Tchani, balai politique dans la cellule de Vital Kamerhe en prison, ici à Makala, à Kinshasa. L'abbé Donatien Cholet de la Senko est passé par là, Bassengezi est passé par là, Némi Moulania, l'ancien DIRCAB de Joseph Kabila, est passé également par là, dans une visite de compassion et d'encouragement, entre guillemets. Alors, quelle lecture faites-vous de tous ces balais politiques? Je voudrais faire 2 ou 3 lectures différentes. Je vous informe que je suis catholique. Et dans mon église catholique à Washington, je suis ordonné ministre eucharistique. Je célèbre la messe avec les prêtres, je donne la communion. Et quand dans mon quartier, si quelqu'un à 2h, 3h du matin est sur le point de mourir, l'église catholique peut m'envoyer pour aller, qu'il puisse se confesser et lui donner peut-être la dernière prière avec lui pour la dernière fois. Vous n'êtes pas loin d'être prêtre. J'étais très proche, je suis très proche donc de prêtre donc, dans mon église. Alors, dans ce cadre-là, si Vital Kamerhe,
je devine qu'il doit être catholique, parce que je l'ai vu porter la croix, son chapelet. Donc s'il est catholique et qu'il a appelé un prêtre, Abbé Chole ou n'importe quel prêtre, pour venir prier pour lui, ou même pour qu'il puisse se confesser même pendant qu'il est en prison, c'est tout à fait normal que l'Église réponde oui favorablement. On va envoyer un prêtre qui va prier pour lui, et qui va prier avec lui, ou bien qui va entendre la confession qu'il voudrait faire et qu'on lui donne, d'après les règles de l'Église, la punition qu'il faut, combien de fois il faut prier pour se faire pardonner. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas de problème que Abbé Chole ou n'importe quel prêtre catholique aille voir. C'est une visite strictement pastorale. C'est une visite pastorale et je voudrais d'ailleurs que ce prêtre-là prenne avantage de sa présence en prison pour prier pour les autres prisonniers, les Edika Pen et les autres qui sont là-bas depuis une vingtaine d'années. Et puis de Néhémie Mouilagna. Maintenant, en ce qui concerne Néhémie Mouilagna, M. Bazengesi, il y a quelqu'un d'autre, je crois. Les deux là, je constate 2 ou 3 choses qu'il faut lire. La première des choses, c'est qu'ils sont tous originaires du Sud Kivu. De l'Est. En tant que du Sud Kivu, de la province du Sud Kivu. Okay. Donc, si ce sont des gens qui ont grandi ensemble, qui se connaissent, quels que soient les malheurs qui arrivent, c'est tout à fait normal qu'ils restent solidaires, qu'ils aillent se rendre visite, même en prison, et c'est tout à fait congolais et c'est tout à fait encourageable. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, la deuxième lecture que je voudrais faire, c'est le fait que Vital Kamerhe est l'un des membres fondateurs du PPRD. En tant que membre fondateur du PPRD, beaucoup de gens estiment qu'il n'a jamais quitté cette famille politique. Je lis cela au fait que non seulement Bazengesi et Néhémie lui ont rendu visite en tant que les gens qui sont originaires de ce groupe, de cette famille politique-là. Je lis cela aussi au fait que la femme de Joseph Kabila est allée rendre visite à la femme de Vital Kamerhe. En quelque sorte, la même famille politique qui s'est peut-être divisée pour des raisons stratégiques, mais qui reste très soudée. C'est la même conception, la même famille. Donc, s'ils continuent à être ensemble, moi, je ne vois rien de mauvais donc dans cela. Tout ce que je peux dire, c'est que peut-être que Vital Kamerhe n'a jamais quitté cette famille politique et que s'il s'est retrouvé dans, entre parenthèses, l'opposition, c'était peut-être pour des raisons stratégiques. Et aujourd'hui, les choses commencent à revenir donc à la surface. Vital Kamerhe a-t-il un rôle à jouer en tant que prisonnier aujourd'hui, quoi qu'en appelle? Vous pensez qu'il a un rôle particulier à jouer dans tout ce qui se passe en politique actuellement? Aucun rôle à jouer. Je ne vois pas quel rôle il peut jouer si vous êtes condamné pour détournement de fonds publics, pour corruption, pour conflit d'intérêts. Vous devez rester en prison et purger votre peine et à la fin de cela, purger aussi, respecter ce qu'on appelle donc la période donc, de non-exercice des droits civiques à 10 ans après les 20 ans de prison. Donc je ne crois pas qu'il ait un rôle à jouer aujourd'hui en étant en prison. Et d'ailleurs, s'il avait ce rôle à jouer, je voudrais dire que nous sommes un pays mal parti. Pourquoi? Parce que ça donne un message très clair que quand nous parlons de la lutte contre la corruption, le détournement de fonds publics, c'est une blague. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est puni pour avoir commis ces antivaleurs-là, il faut qu'il soit vomi par la population et par tout le leadership congolais. Et ceux qui s'associent avec lui, peut-être que ce sont les oiseaux de même plumage. Donc il arrivera un moment où nous allons demander des comptes au Néhémie Mouilagna, au FCC, pour avoir entretenu ce climat-là qui donne le message au peuple congolais que, en réalité, la lutte contre les antivaleurs, c'est simplement pour les autres, mais pas pour les gens du Front commun pour le Congo ou bien les fondateurs du PPRD. Alors, Noël Tchani, certains vont jusqu'à comparer la RDC au Mali, avec la crise actuelle au Mali. Mais est-ce que vous avez un plan de sauvetage, un plan national pour sauver justement la République démocratique du Congo? Faudra-t-il aller au dialogue? Vous savez, d'abord, je voudrais dire immédiatement dialogue. Je ne suis pas très favorable à ça, je vous dis pourquoi. Les politiciens congolais ont été habitués à, chaque fois qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent d'une façon ou d'une autre, ils crient très fort, ils vont dans des rues. C'est déjà votre conclusion là. Ils font des conclusions pour pouvoir amener tout le monde à la table. Et quand on y va autour de la table de discussion, c'est le partage du gâteau. Tout le monde se retrouve. Schéma 1 plus 4, 1 plus 2, 1 plus ceci. Les 1 là et les 4, c'est pour caser les personnes. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale de 500 membres et un Sénat de 108 membres parce qu'il faut trouver la place donc, de tout le monde qui avait participé au dialogue. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Je voudrais dire que si nous avons des problèmes, nous avons une législature, un mandat de 5 ans pour le président de la République. On nous laisse gérer le pays. Qu'il réussisse, qu'il échoue, on va le juger dans 5 ans, en 2023.
S'il n'a pas bien travaillé, devinez quoi? Il y aura un vote sanction. Et s'il aura bien travaillé, en ce moment-là, il sera récompensé. Mais si on doit tout enlever, arrêter une mandature, une législature, pour organiser le dialogue, pour que les gens puissent, entre guillemets, se retrouver, je crois que nous n'allons jamais décoller en tant que pays. Plan? Mon plan, à moi, je l'ai toujours dit, bien avant les élections, actuellement, et je pense qu'il est même plus d'actualité. Je propose au peuple congolais le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Ce plan-là, il est complet. Il aborde les questions économiques, les questions monétaires qui sont prioritaires aujourd'hui. Il aborde les questions sociales, il aborde les questions de paix, de sécurité sur l'ensemble du territoire. Il aborde les questions de gouvernance, les questions de développement des infrastructures. Ce plan a été bien réfléchi. Il apporte même des questions de paix sociale pour éviter ces histoires de dialogue, de mise en place de l'état des droits fonctionnels. J'invite tout le monde, tout le peuple congolais, prenez connaissance de ce plan Marshall. J'invite les hauts responsables de notre pays à accepter qu'on vienne présenter cela, par exemple, à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec la participation de tous les membres du gouvernement, de la société civile, de tout le monde. Je ne dis pas que ce plan est parfait, mais je vous assure, il est très près de la perfection. Il suffit que tout le monde s'implique pour qu'on puisse le corriger et le rendre plus congolais et le rendre en quelque sorte acceptable à tout le monde, pour que ça devienne la Bible que nous allons utiliser pour développer la RDC. Quand est-ce que tu serais reçu? Oui. Moi, je suis prêt à toute éventualité, à tout moment. Si le président de la République m'appelle aujourd'hui et il veut entendre parler du plan, je lui fais une démonstration, tous azimuts, à partir donc de zéro, avec tous les siens, avec tout son cabinet, avec les membres du gouvernement. Donc, je suis prêt à tout moment. Si maintenant les membres de l'Assemblée nationale m'invitent, je le ferai. Si ceux qui sont au Sénat m'invitent, je le ferai. Si simplement le gouvernement de M. Ilunga Ilunkamba et ses 67 ministres veulent bien entendre parler de cela, je le ferai. Toute institution congolaise qui voudrait entendre les détails du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC actualisé après Covid-19, je suis prêt à partager avec tous les Congolais. Noël Tchani, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain numéro. Nous avons reçu pour vous Noël Tchani Mwadiamvita, qui est président de Force de Changement, mais aussi auteur du plan Marshall Noël Tchani. Et voilà, nous étions là en train de parler des performances des institutions en République démocratique du Congo. Rendez-vous au numéro prochain. Au revoir. Le programme continue sur le canal King Télévision.